Bonjour à tous. En ce vendredi 1er mai, date un peu particulière. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau live sur la gestion de la douleur dans le sport. Je remercie mes protagonistes et mes collègues d'avoir répondu à l'invitation. Donc, par ordre d'apparition sur mon écran, François Otavi, qui est ostéopathe à Bastia, Jérôme Montbroussou, qui est pharmacien et joueur de rugby émérite, Sébastien Lobezgia, qui est préparateur physique, qui est actuellement responsable de la performance pour la Fédé haïtienne de foot. Jean-Bas Grisoli, qui est médecin du sport à Marseille, qui a connu les heures fastes du RC Toulon et de l'équipe de France de rugby. Et Guillaume Perret, qu'on ne présente plus dans le monde du sport insulaire et au-delà, ultra-trailer de haut niveau. Donc, on a choisi aujourd'hui de faire ce thème sur le sport et la gestion de la douleur. Si on est tous d'accord pour dire que le sport est très bon pour la santé, avec ses vertus éducatives qu'on ne présente plus, malgré tout, parfois, il peut avoir des effets néfastes sur la santé. Il faut se l'avouer, quand on fait du sport, c'est aussi aimer souffrir, c'est aimer se dépasser, c'est aimer repousser ses limites, quel que soit son niveau. Du moment où on s'engage dans du sport de compétition, c'est aussi une recherche de performance, de se mesurer, s'étalonner aux autres, se comparer aux autres. Et donc, bien évidemment, c'est essayer toujours d'aller repousser un peu ses limites, quel que soit, comme je le disais, son niveau. Et donc, faire du sport fait mal, les corps souffrent, l'esprit souffre aussi parfois. Et donc le vocabulaire, il est souvent associé à ces souffrances-là. On s'est fait mal, on souffre. Dans certains sports, on va à la guerre, on va au combat. Donc on a perdu Guillaume. Donc voilà, on a tout ce vocabulaire qui est souvent associé à la performance sportive et à la souffrance. Et donc, qu'en est-il? Comment on apprend à la gérer quand on est un sportif? Quel plaisir on a aussi à aller souffrir autant? On se demande quand on est dans les mains du prépa physique, notamment, qu'on haït sur les ateliers, qu'est-ce qu'on fait là? Et c'est pour notre bien et c'est souvent salutaire. Et donc, je vais naturellement poser ma première question à Guillaume, qui est un ultra-trailer. Donc, en quelques mots, nous expliquer ce que c'est l'ultra-trail, le type de performance qu'il peut actuellement accomplir. Et quel plaisir dans cette souffrance-là, parce que quand on voit les kilomètres et les dénivelés ce que tu avales, c'est effectivement, là, le terme souffrance, il prend... il est reparti. Il prend tout son sens. Pour information, Guillaume a détenu le record du GR20, c'est ça, en 2014, en 32 heures. Euh, Sachant qu'il faut une quinzaine de jours en général pour le faire. À peu Pour des près. personnes un peu entraînées. Pour des personnes un peu entraînées, voilà. Donc, on récupère Guillaume. Ouais, voilà. Donc, Guillaume, je soulignais ta performance en 2014 sur le GR. Ça donne un peu l'état des lieux du type de performance que tu peux accomplir et de la souffrance que tu dois endurer, mentale et physique, durant ces exploits-là. Et donc, malgré tout, mais quel plaisir on a, comment on recherche ce plaisir dans cette souffrance-là, ou l'inverse. Guillaume, tu nous entends? Non plus. Bon, alors on va passer peut-être à un joueur qui est encore en activité, Jérôme, qui toi est à un niveau, on peut qualifier dans le rugby semi-pro, qui est le niveau national, l'équivalent du national au foot, qui est la troisième division du rugby. Et donc, parfois, on peut comprendre qu'on se fasse mal, violence, c'est ce qu'on entend de plus en plus chez les joueurs de rugby. Je suis payé, mon corps, c'est mon outil de travail. Dans le sport amateur et dans le rugby notamment, malgré tout, on prend du plaisir, même si c'est pas notre métier, d'aller souffrir. En tout cas, quel rapport on entretient à cette souffrance-là? Ouais, le rapport, après, c'est vrai qu'effectivement, quand on est
judo amateur, la passion reste quand même, je pense, la base la base du sport. On peut se permettre les mauvais côtés du sport qui peuvent être un petit peu la douleur, la souffrance, mais la différence qu'il peut y avoir peut-être avec Guillaume, les sports collectifs, on partage une souffrance quand même avec deux coéquipiers, donc c'est quand même un peu plus simple à gérer. Après, ce qui est sûr, c'est que les sports collectifs, je pense on a ce besoin de souffrir aussi parce que ça fait partie du sport, et puis en plus, on a ce besoin de souffrir en amont avec le préparateur physique, avec tout ça, pour après un peu plus savourer aussi des moments sur le terrain. Donc c'est vrai que c'est tout un petit complexe à trouver quand on est joueur et quand on est joueur amateur aussi, parce qu'il faut essayer de trouver un petit peu une osmose entre tout. Mais en tout cas, le rôle d'un préparateur physique dans ce club dans un club amateur est de plus en plus important, surtout à ce niveau semi-professionnel. En tout cas, oui, la souffrance et la douleur, tant qu'elle n'est pas, on en parlera sûrement, mais tant qu'elle ne dépasse pas certaines limites, on la connaît. Et puis la passion et puis tout ce que peut entraîner le sport, eh bien, souvent on le met vite de côté. Le lendemain ou le surlendemain, c'est quelque chose qu'on oublie vite, surtout quand il y a la victoire. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'on a oublié. Ouais. Donc, pour revenir à Guillaume, c'était la question que je te posais. Toi, quel rapport tu vas entretenir avec cette recherche, ce dépassement de limites sans arrêt? Donc, tu dois parfois aussi souffrir et te demander ce que tu fais là. En fait, pour aller assez vite, au départ, j'avais commencé à courir pour essayer de penser à autre chose et un peu, c'était vraiment un exutoire pour moi, et j'avais retrouvé justement le fait de se dépasser et d'être focus vraiment sur quelque chose, et ne pas avoir de choses parasites à côté. Et du coup, oui, hein, la souffrance, finalement, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément au départ et qu'on apprivoise au fur et à mesure des années, finalement. Et la grande question, et je pense, hein, on va en parler, hein, c'est est-ce que c'est très bien de l'apprivoiser et de la surmonter au quotidien, je dirais à l'entraînement, ou alors essayer de l'écouter et ne pas aller à des limites qui peuvent être irréversibles après, quoi, pour la santé. Ouais. Et donc, je me tourne naturellement vers le prépa physique, qui est ce maillon indispensable chez le sportif. Hein. Comment tu vois, toi, ton rôle, comment tu le définirais, et comment tu peux aussi encadrer parfois, ou encourager et pousser les athlètes à aller puiser au plus profond d'eux-mêmes, mais en même temps, comme le disait Guillaume, les éduquer aussi à la connaissance de leur corps et de leurs propres limites. Ben ça commence jeune, en tout cas au niveau de l'aspect psychologique. Je veux dire, moi je lis ça aussi à la méthode de travail. Je veux dire, moi j'ai un rôle on a un rôle un petit peu en retrait. On dit qu'on est des professions de l'ombre, mais c'est tout à fait réel. Du moment où je prends mon cas dans le football, du moment où le gars il est sur le terrain de foot, voilà, on n'agit plus. On est là pour faire de la surveillance, repérer certainement peut-être des choses qu'on communique au coach, mais en termes de psychologie, ça se fait en amont. Donc, le meilleur biais, c'est celui de la méthodo. Je veux dire, plus on va travailler, alors, ça ne veut pas dire que ce sont des méthodes fortes ou des méthodes avec beaucoup d'intensité ou de dépassement de soi, c'est pas ça. Mais au quotidien, je veux dire déjà d'apprendre à s'imposer un rythme de travail, une qualité de travail. Et puis après, apprendre aussi à dépasser ses limites dans le sens où faire comprendre aux sportifs et aux joueurs que quand il commence à être facile, il a atteint des seuils. Et c'est à nous, de par notre expérience et nos spécialisations, d'apprendre à lui faire passer ses limites aussi, à cadrer tout ça. Et toi, Jean-Bas, dans ton expérience alors de joueur et puis de doc au plus haut niveau, comment tu approches ça en collaboration avec les autres corps, ces travailleurs de l'ombre, justement? Alors, il y a plusieurs amplitudes. Il y a d'abord le sportif qui est, je dirais, qui est en apprentissage de la douleur, parce que tout le monde l'a cité. On parle dans le sport de dépassement de la douleur, de dépassement de soi. Donc, au départ, c'est une limite qu'on doit franchir dans n'importe quel sport. Vous prenez la danse classique, du vélo, il faut apprendre à souffrir. Et après, au fur et à mesure des erreurs de l'apprentissage, on s'aperçoit
il faut qu'on alerte, notamment en parlant avec les intervenants, que ce soit les kinés, les ostéopathes, les préparateurs physiques, et surtout responsabiliser le sportif sur la douleur les signaux d'alerte qu'on appelle les red flags, les drapeaux rouges, qui pourraient entraîner une blessure plus importante. Le problème, c'est que on n'est pas tous égaux devant la douleur. Souvent, tous les sportifs ont un dépassement, une tolérance à la douleur, d'ailleurs qu'on recherche, hein, parce que, en tant que médecin soignant, on aime bien soigner des anciens sportifs, on sait qu'ils s'écoutent moins, et que dans les protocoles de rééducation, ils seront plutôt, je dirais, ils vont coller à ce qu'on va leur demander sans trop s'écouter. C'est sûr qu'on a cherché à développer chez l'enfant sportif et l'adulte sportif. Donc nous, le problème, c'est qu'en tant que médecin du sport, et dans notre société, je dirais, française, hyper médicalisée, on a facilement accès à l'antalgique. Aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps, tous les antalgiques sont en libre service de niveau 1 dans les pharmacies. Voilà. La prise antalgique, je dirais, elle n'est pas soumise aux pharmaciens ou aux médecins, mais au bon vouloir du patient, peu importe le contexte. Donc, nous, les sportifs, déjà, en France, dans une société où la douleur est un peu banalisée, je veux dire, on a responsabilisé Monsieur Lambda, on prend le vecteur sportif qui ressemble plus à la douleur, donc à un moment, on va sûrement profiter de son expérience des premières blessures où il est passé à côté de signaux d'alerte. On va pouvoir commencer à un peu parler prévention, écoute de soi-même, qu'est-ce qui est bon ou pas bon. Et surtout, nous, à chaque étape, un check-up médical pour vraiment prendre en compte en disant, voilà, on est passé à côté de ça, peut-être que tu aurais dû nous en rendre compte, on aurait mieux dû prendre en charge ça pour éviter que sa douleur outrepasse la performance. Parce que ce qui nous gêne dans le sport, c'est la douleur qui est contre, je dirais, qui empêche la performance et quel accompagnement on va mettre. Le risque, c'est accompagner avec un antalgique qui va être effectivement qui va lever des inhibitions, mais si derrière il y a un danger et on sera encore moins performant, il ne faut pas oublier l'accompagnement dans la performance. On s'occupe de sportifs. Toi, François, tu as accompagné tout un tas de sportifs de diverses disciplines. Quel est ton point de vue là-dessus sur ces… D'abord, il faut dire quand même une chose, c'est que d'une part, la douleur, c'est quand même un signal d'alarme de la part du corps. Avoir mal, c'est qu'on dépasse déjà un peu ses limites et que c'est un signal d'alarme dont il faut tenir compte. Deuxièmement, la douleur, il y a rien qui objective une douleur. On ne sait pas ce que c'est précisément une douleur. Il n'y a rien qui objective une douleur. Et la seule objectivation possible, c'est la personne qui a mal qui donne une échelle de valeur. Donc, tout ça reste quand même très, très subjectif. Et dans le domaine du sport, plus spécifiquement, la douleur, forcément, elle arrive puisqu'on cherche à dépasser ses limites et reste à savoir où sont ses limites. Et donc, où est-ce que la douleur nous prévient et jusqu'où on peut aller. Et la grande difficulté, finalement, elle est là, et Jean-Baptiste, quelque part, l'a résumé et l'a bien expliqué. La limite, finalement, elle est là, jusqu'où on peut aller et quels sont les indicateurs possibles, jusqu'où on peut aller supporter la douleur sans se faire mal de manière irrémédiable, sachant que la gestion de la douleur, c'est le principe même du sportif, c'est comment je gère ma douleur pour avoir la plus grande performance possible, surtout j'ai des sportifs de haut niveau et qu'on a l'intention de performer au-delà du sport amateur. Bah ouais, la performance, c'est aussi dépasser sa douleur. Les sportifs, alors Jérôme, est-ce que toi, tu as des douleurs récurrentes Oui, des douleurs récurrentes. Ouais, j'en ai dû à des opérations du genou. Donc, effectivement, après, dès qu'il y a une ou deux opérations du genou, après, c'est des douleurs après type arthrosique. Donc, voilà. Donc, après, je fais beaucoup de préap que j'avais demandé, des préventions avant de t'entraîner. Donc, tu t'entraînes pas tout à fait de la même façon. Tu dois t'échauffer un peu plus tôt que les autres. Et après, effectivement,
comme disait très bien Jean-Baptiste, c'est vrai qu'on a une façon d'utiliser les antalgiques un peu trop régulière en France et un peu trop les sportifs en général. Donc c'est vrai que j'essaye par des méthodes autres d'éviter cette prise antalgique. Et quand j'en suis une prise antalgique, j'essaye de discuter avec les entraîneurs pour essayer d'être au repos, parce que des fois un peu de repos, un bon sommeil et quelques exercices spécifiques permettent de revenir sans avoir pris une tonne d'antalgique. Hmm. Et toi, Guillaume, tu es pas soumis, mais tu as ce genre de petit pépin récurrent que tu as dû apprendre à faire avec ou gérer. Ouais, bah, c'est-à-dire que c'est pas mal ce qu'il dit François. Finalement, on n'arrive pas à évaluer une échelle de douleur. Même nous, hein, on ne sait pas quelle limite. Est-ce que vraiment j'ai mal pour arrêter de faire du sport ou est-ce que j'ai mal et finalement, bah, c'est les gens et tout le monde a mal pour continuer. Donc, c'est vrai que moi, j'essaie vraiment de ne pas utiliser d'antalgiques et d'anti-inflammatoires. Voilà, récemment, hein, sur une course à l'île de la Réunion, hein, qui est bien connue, qui est la Diagonale des Fous, j'ai eu un petit pépin une semaine avant et j'ai dû prendre des anti-inflammatoires pour essayer de masquer cette douleur. Hein. C'était un claquage au mollet et puis finalement, ça s'est avéré que ça a fait l'effet inverse. Hein. J'ai eu un problème et ça m'a déclenché des calculs au rein et j'ai été obligé d'arrêter parce que j'urinais du sang et avec tout ça, bah, c'était une défaite finalement et finalement, je me suis un peu interrogé en me disant, mais finalement, ce claquage, c'était peut-être un vrai signal, quoi. Un signal en disant, Guillaume, tu es fatigué, et Guillaume, il faut pas que tu partes faire cette course. Et Jean-Baptiste, hein, le dit bien, c'est qu'on est tellement déterminé à pouvoir partir. J'étais là-bas, il y avait le voyage, il y avait tout ce qu'il y a autour, hein, les sponsors, tout ça. Et ben, on n'hésite pas une seconde, et j'ai pas hésité une seconde à en prendre. Et finalement, si tu réfléchis bien, ben c'est une prise d'anti-inflammatoire pour une performance et pour une course. Tu sais pas les conséquences qu'il va y avoir après en masquant des douleurs finalement. Donc c'est quand même assez complexe. Hein. Les gens nous demandent hein, qu'est-ce que tu prends en complément. Est-ce que tu prends justement des anti-inflammatoires? Je pense que dans tous les trailers, les 90% de trailers prennent un efferalgan ou pour les maux de tête, tout ça, quand ils font des ultras, ou si c'est que des maux de tête. Mais c'est principalement les premiers médicaments pris et ils n'hésitent pas. Hein. Ils n'hésitent pas. Ouais. C'est vrai qu'on est, comme vous le soulignez, on a une tendance assez aisée d'aller consommer des substances médicamenteuses ou pharmacologiques. Et ce que tu disais, Guillaume, très justement, sur ce contexte, sur ce dopage, entre guillemets, même si les produits ne sont pas interdits, mais contextuel, où ben, je suis pris dans le moule, je suis pris dans le cercle là, où ben, j'ai fait le voyage, j'ai des sponsors, j'ai un contrat, je dois jouer, etc. Et puis je consomme sans arrière-pensée nocive, mais voilà, il me faut faire le job, quoi. C'est consommer pour travailler, pour faire le taf. Et moi, où je suis frappé aussi dans les interventions que je fais auprès de jeunes sportifs, le sportif de haut niveau, c'est ce mésusage justement médicamenteux qui m'a un peu, pas retourné, mais qui m'a vraiment interloqué, notamment, Jean-Baptiste, tu le disais, sur ces antalgiques. Et donc, on va discuter de ces substances aussi qui sont prises de façon un peu anarchique. En prévention, moi, ça m'a frappé, en prévention de faire l'activité sportive, je consomme de l'antalgique ou de l'anti-inflammatoire 1 heure avant mon événement, etc. Et le pire, c'est en récup. Et des cocktails un peu affolants en récupération de façon complètement anarchique, qui se transmettent de coéquipier en coéquipier. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve qui peut être alarmant, Jean-Bas, sur ces substances? Ben, déjà, effectivement, on fait une médecine de calendrier, donc on est rythmé par les événements.
Mais après, c'est le problème, c'est que, et c'est comme toute conduite addictive, c'est que si tu as besoin systématiquement à chaque course ou match de prendre un anti-inflammatoire, un antalgique avant et d'en prendre un après, je veux dire, à un moment, tu as des comportements, une dérive dopante. Parce que ça veut dire que ponctuellement, je veux bien qu'on accompagne sur un. J'ai pris un traumatisme, un footballeur qui a pris un traumatisme à la cheville 15 jours avant. On n'est pas dedans. Pour l'aider, je veux dire, on est plus sur le côté psychologique. On a bien pesé le risque. Il ne peut pas s'abîmer fonctionnellement derrière. Mais si systématiquement, c'est l'esprit de cette cheville qui fait qu'il prend continuellement des anti-inflammatoires ou des antalgiques, parce que le problème du sportif, et c'est là où on se pose la question dans le dopage, aujourd'hui, on peut prescrire jusqu'à des niveaux 2, antalgiques de niveau 2, c'est-à-dire qu'avec des dérivés d'opium et de morphine, pour soulager des douleurs. Donc ça, ponctuellement, tout le monde va les prendre pour une rage de dents, pour des coliques néphrétiques, des douleurs violentes, qui se posent la question, est-ce qu'elles sont compatibles avec une pratique sportive normale? Donc l'AMA, les gens ne veulent pas, disent, mais des fois, aimeraient supprimer, et nous, on n'est pas contre certains médecins, supprimer ces traitements. Sauf qu'après, on a l'autre discours, le sportif qui dit, mais moi, j'ai une rage de dents, pourquoi vous avez le droit d'en prendre, pas moi, actuellement. Finalement, la bonne utilisation du médicament et la bonne indication. Donc, la question, c'est pour dire, est-ce que fonctionnellement, derrière, est-ce que je peux prendre un risque à mon sportif? Est-ce que le côté, effectivement, qui va l'aider, lui fait prendre un risque à son sportif? Derrière, est-ce qu'il va s'aggraver? Et bien discuter avec lui du risque de surlésion ou d'aggravation de sa lésion qui fait qu'il va être apte pour une longue période. Voilà. Mais moi, j'ai eu des trailers, des coureurs de fond, mais même des loisirs qui ont des fractures de fatigue du talon et qui continuent à s'imposer des charges de travail. Ils arrivent nous consulter, ils boitent, ils marchent, ils ont une béquille, mais ils vont quand même courir 8 à 10 km parce qu'il est avocat, il veut changer. Donc, tu te dis, psychologiquement, le corps, c'est là où la réponse, on n'est pas tous égaux devant la douleur. Et de la tolérance à l'effort, il y en a vraiment. Je dirais, quand on court, que tous les sports de fond, on oublie la douleur, on s'oublie complètement. Et l'esprit a une facilité à s'oublier. Bien sûr. Et Seb, comment on gère ça au quotidien, justement c'est vrai que je rejoins Jérôme, ce qu'il disait tout à l'heure, on est dans un sport co au niveau du football, donc c'est assez différent, il faut avouer, à la fois dans l'approche et dans les conséquences. Au quotidien, disons qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'interpelle. Enfin, je dis aujourd'hui, ça fait des années que j'essaie de me battre un petit peu via l'association des préparateurs physiques et quand j'ai l'opportunité au niveau média d'en parler, c'est surtout cette gestion de l'effort via les nouvelles technologies. J'avoue, quand j'entends Guillaume ou quand j'entends parler des rugbyman, c'est vrai que c'est quelque chose d'excitant parce que il y a la vraie nature du dépassement de soi. C'est-à-dire que le rugbyman, quand il rentre sur un terrain de rugby, avec les chocs qu'il peut encaisser, quand il va au charbon, il faut qu'il aille au charbon, il n'a pas le choix. Je veux dire, il peut pas se mettre dans sa coquille et faire semblant. Guillaume, quand il entame sa diagonale, je veux dire, quand il part, son objectif c'est d'aller au bout, il y a 110, 120, 130 bornes. Je veux dire, à un moment donné, il est seul avec lui-même, il est confronté à la douleur, il va falloir faire avec. Et le footballeur, bon, c'est un sport collectif, c'est un petit peu différent. On constate des profils un peu psychologiques totalement différents entre les attaquants des milieux de terrain, les défenseurs ou les gardiens de but. On sait que le gardien de but, c'est en général, c'est un mec qui redemande du boulot. Les défenseurs, c'est pareil, c'est des gens qui calculent pas trop, qui ont besoin de se sentir en activité et de se dépasser en permanence. Et après, on a des joueurs, selon les postes, qui sont un petit peu plus fins dans ce qu'ils recherchent. Et pour en revenir aux nouvelles technologies, ce qui m'agace un petit peu, c'est que maintenant, avec toutes ces données GPS, ces questionnaires subjectifs de l'effort, on se retrouve souvent avec des staffs ou des scientifiques qui essaient de fixer la limite des sportifs. Je trouve que c'est un mauvais biais, je dirais, avec le footballeur ou le sportif, parce que
il faudrait laisser quand même aux sportifs la possibilité, la sensation d'aller au bout de ses limites, de comprendre à quel moment il va passer dans le rouge, combien de temps il peut y rester. C'est vrai que le football, bon, c'est un sport co, donc on ne se met pas forcément dans le rouge à toutes les occasions. Mais effectivement, quand on a l'occasion de le faire, aujourd'hui, qui dit qu'un footballeur de haut niveau sait où sont ses limites? On a des méthodes dites intégrées, donc avec beaucoup de ballons qui ont essayé de perfuser ces dernières années dans les méthodes traditionnelles d'entraînement. Je pense, à mon avis, que ce sont des modes, parce que justement, cet aspect psychologique est beaucoup moins traité. On veut travailler avec le ballon, bien sûr que le footballeur il veut un ballon, le rugbyman il veut un ballon, même s'il prend beaucoup de plaisir dans les salles. Je pense que Jérôme ne contredira pas, ou Jean-Baptiste non plus. Et effectivement, à côté, est-ce qu'avec un ballon on arrive vraiment à se dépasser? Est-ce qu'on arrive à faire des séances sans prendre de risques physiques, c'est-à-dire d'arriver à la fatigue avec ballon, d'arriver à peut-être avoir des impacts, à avoir des muscles, des articulations, ou être dans un état de fatigue sans risquer une entorse, une déchirure musculaire? Alors qu'en le paramétrant sans ballon, avec une charge dans une salle ou sur la course linéaire, est-ce qu'on n'arriverait pas plus facilement à faire dépasser les limites aux joueurs en prenant un minimum de risques? À mon avis, c'est oui. Et je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre ces méthodes dites intégrées avec le ballon et aller chercher à côté des méthodes qui font que le joueur se confronte à lui-même, via des exercices, par le biais de méthodos et d'exercices, mais faire en sorte qu'il se retrouve comme les rugbyman ou comme le sportif individuel, face à lui-même, face à l'effort, et qu'il sache lui aussi peut-être dire à un staff technique, non, je peux, ne m'arrête pas maintenant, je peux. Et ça, c'est ce qui, moi, en tant que préparateur physique, c'est ce qui me plaît. Je veux dire, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ce rapport-là avec le footballeur. Je sais que beaucoup ont envie de ça et aiment ça, parce que ce sont des sportifs avant tout. Mais on se retrouve désormais dans le football moderne avec ces méthodes et ces outils qui peuvent, à un moment donné, alors, elles sont très utiles, elles sont utilisées à bon escient et dans certaines limites, mais il ne faut pas que la technologie vienne aussi prendre la place de toutes les méthodes dites traditionnelles qui sont pourtant tout aussi fiables et intéressantes, justement, psychologiquement. Toi, François, tu as noté des évolutions sur, pas les pathologies, mais du coup, ces prises de risques qui sont toujours augmentées, cette recherche sans arrêt de limites, et puis ces prises de risques, hein, on parlait des médicaments qui masquent les blessures. Est-ce que tu as noté une évolution sur ces dernières années? Alors moi j'ai un statut qui est un peu particulier parce qu'en tant qu'ostéopathe, les gens qui viennent nous consulter, c'est des gens qui sont souvent un peu en recherche d'autre chose, donc on voit pas trop les gens qui sont en prise de médicaments pour effacer absolument leur douleur. C'est des gens qui sont déjà sur une certaine démarche personnelle. Et du coup, sur cette démarche personnelle-là, nous, ce qu'on peut leur apporter, c'est justement, et ça rejoint le propos de Jérôme et ce que disait tout à l'heure Guillaume, c'est-à-dire c'est la connaissance de soi finalement. Où est-ce que je peux aller, comment j'affine mes capteurs personnels pour savoir où j'en suis et puis éviter une blessure. Le développement du sportif, la capacité d'évolution, la courbe idéale de progression et de montée en charge d'un sportif, elle est idéale et tout l'objectif c'est de s'en rapprocher le plus proche possible. Et puis dès qu'on dépasse cette courbe de progression là, effectivement à ce moment-là, le sportif se met en danger. Et puis c'est là où c'est très difficile de connaître cette barrière et cette limite-là. Et ce qu'on essaie de faire un peu en ostéopathie, justement, c'est d'essayer de donner des indicateurs pour être au plus proche de cette courbe-là sans la dépasser, donc en évitant de se mettre en danger. Bien sûr. Là, je vais lire des questions qu'on nous pose. Est-ce que ce serait pas aussi, ce que tu disais un peu, Seb, cette relation à l'effort qu'il faut interroger chez le sportif aussi, et aller le questionner et le pousser à mieux se connaître en définitive. Mais bien sûr, c'est important. C'est-à-dire que, alors, il y a une différence un petit peu avec les sports individuels, c'est aussi beaucoup sur la fréquence des compétitions. C'est-à-dire que le footballeur, il va jouer un week-end. Quand il a cette sensation de douleur, il sait que s'il va passer le seuil et qu'il va arriver à la blessure, il peut louper 3-4 matchs. Un sportif individuel, peut-être, je prends l'exemple d'un coureur de fond où ce sont des fréquences de compétition qui sont moins rapprochées. Donc, effectivement, est-ce que c'est une question que je pose aussi? C'est-à-dire qu'est-ce que cette fréquence-là de compétition ne fait pas aussi que la crainte est moindre chez un sportif individuel et qui peut peut-être se surpasser et aller vraiment jusqu'à risquer la blessure?
sachant que peut-être il y a un délai derrière ou qu'il y a quelque chose de différent quand on a une compétition annuelle ou 2-3 courses dans l'année par rapport à un footballeur ou un rugbyman qui sait que tous les week-ends il faut aller au charbon et que peut-être qu'il ne s'entraîne pas du lundi au jeudi, il ne sera pas dans le groupe aussi le week-end d'après. Les trailers tous les week-ends, ils sont au charbon. Hein. Ouais. Mais on va avoir la réponse en direct. Oui, en fait, c'est un peu pour rebondir à ce que dit François et ce que un peu dit tout le monde. Finalement, moi, pour mon expérience personnelle, voilà, les gens avaient su que j'avais battu le record du GR20 voilà, en 2014. François m'avait accompagné pour ça et puis m'accompagne toujours maintenant. En fait, sur ce bel effort et exploit, il y a un côté ombre. Et le côté obscur, c'est que en fait, quand je suis arrivé, la première chose que j'ai pensé, je me suis dit, j'ai dépassé les bornes. Et j'ai senti vraiment ce moment où c'était une bascule, en fait. C'était vraiment une limite à ne pas franchir. Finalement, c'est une décision que j'étais avec mes amis. C'était le rêve de ma vie. Tout le monde était autour de moi. J'étais à 2 doigts d'aller et de réaliser mon rêve. Et j'ai franchi cette limite. Et donc, à un moment donné, il y a plus de son, plus d'image. J'étais vraiment un robot. C'était manger, boire, courir, manger, boire, courir, jusqu'à l'arrivée. Et c'était super, mais le premier ressenti que j'ai eu à Conques, malheureusement, c'était un sentiment de torture et de délivrance quand je me suis arrêté. C'était quelque chose que je souhaite à personne, même à mon pire ennemi. C'était une douleur horrible et qui a eu pas mal de conséquences dans ma vie, dans ma tête. Alors, il y a tout ce côté beau, tout ce côté vraiment beau, où j'ai vraiment changé ma vie pour cet exploit. Alors, je ne l'ai pas dit souvent et je pense que c'est la première fois que je le dis en live. Le premier sentiment que j'ai eu quand je suis arrivé, c'était vraiment de la torture. C'était vraiment horrible. Et mentalement, je sais, avec le recul et avec tout ce que j'ai fait comme course après, en fait, mon corps se met en défense et n'a plus envie de ressentir ce que j'ai ressenti ce jour-là. Et voilà, et finalement, c'est ce point de non-retour, je pense qu'il ne faut pas toucher. Alors, j'étais jeune, j'étais en forme et je suis allé au bout, tout ça. Mais malheureusement, à notre côté, il y a un sale souvenir quand même. Ah ouais, c'est énorme. Ouais. Moi, je vais rebondir sur 2 choses. Ouais. Sur le foot, je rejoins Sébastien. Le problème, c'est qu'il y a une peur, notamment, tout le monde le connaît, c'est le claquage des ischio-jambiers qui fait partie de la blessure la plus courante chez le footballeur, avec entorse de la cheville, qui fait que sur des délais qui peuvent être longs de jusqu'à 2 mois, te fait un bloc énorme de la saison. Et le problème, c'est que les coachs ont tendance un peu à traîner là-dessus, tout le monde redoute cette blessure, qui au foot, on sait très bien que perdre sa place, c'est pas comme le rugby, il n'y a pas le turnover de la blessure, c'est compliqué de revenir. Et c'est vrai que souvent, du coup, je dirais, on a inculqué très vite cette peur de cette blessure. Et on sait très bien qu'en plus, le premier claquage des ischio-jambiers engendre forcément une faiblesse qui aura forcément une peur de la récurrence dans le futur. Ça peut venir. Et pour rejoindre Guillaume, moi, je suis effaré. Aujourd'hui, on a banalisé les trucs typiquement pour nous, les médecins du sport, au-delà de 30 bornes, de 2 heures d'effort, c'est très particulier. Et aujourd'hui, vous achetez n'importe quel magazine courir à l'aéroport et on vous dit, vous allez vous préparer pour le marathon, ça va aller très bien. Et aujourd'hui, je explique toujours, il y a des gens qui prennent du plaisir à courir, je comprends bien, sur même des semis, sur des 20 bornes. On a réalisé le marathon, alors que là, au niveau, pour puiser dans le corps, c'est dramatique. Et à la fois, il y a des gens mentalement ils vous expliquent le fameux mur des 30 bornes, où ils ne se souviennent jamais des 10 dernières bornes du marathon. Jusqu'à 30 bornes, d'ailleurs, vous n'entraînez jamais sur des distances aussi longues. Et ils ont ce mur et il y a des gens qui sont incapables de le franchir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, qui n'a pas une médaille d'un marathon chez lui, finalement, ce n'est pas un coureur.
Ouais, on a Et banalisé. c'est un loisir de 8 km. Et ce mur est de outrepasser sa douleur, de ne plus écouter son corps pour payer, comme a dit Guillaume, l'addition. On vous raconte les gars qui ont fait le marathon de New York, ils vous racontent après, ils vont en marchant, ils n'arrivent même pas à arriver à leur hôtel, ils ne peuvent pas descendre dans le métro et même traverser les avenues de Broadway. Bon, c'est qu'aujourd'hui, c'est attention de ne pas trop banaliser cette douleur à l'effort. Il y en a qui s'en remettent pas. Mais du coup, Exactement. Ouais, vas-y Guillaume, pardon. Ouais, je rebondis sur ce qu'il dit. Hein, c'est que c'est vraiment banalisé de faire même un ultra trail de 160 km. Que, je veux dire, l'UTMB, la Diagonale des Fous, c'est des courses qui sont très, très, très dures et qui il y a, je dirais, une vingtaine d'années, était un exploit et qu'il est toujours. Le problème, c'est que c'est toujours un exploit, que ça soit de le boucler en 40 heures et de le boucler en 70 ou 80 heures. Maintenant, tout le monde a la médaille, ils sont contents, ils ont la médaille du finisher, et finalement, Quel prix, enfin, je dirais, c'est oui, surtout à quel prix. Je veux dire, moi, le premier conseil que je dois donner aux jeunes qui s'y mettent, mais ne brûlez pas les étapes, allez faire des petites courses, un entraînement adapté à votre rythme de vie et à votre santé, et pour pas se blesser. Je veux dire, c'est vraiment la première chose que je dirais, quoi. Ouais, ça me fait rebondir un peu ce que tu disais aussi ce matin sur Strava, c'est ça? C'est ça. Ouais. C'est ça, en fait. Ouais, j'avais envie de mettre un peu le doigt sur Strava, parce que Strava, c'est un superbe outil pour des jeunes qui commencent. C'est assez ludique, il y a pas mal de chemins indiqués et aussi il y a la confrontation, donc ce qu'on appelle les COP. Donc en fait, c'est des segments qui sont chronométrés et forcément, quand on est dans cette zone-là, on est automatiquement chronométré et il y a forcément des classements par rapport à une montée près de chez nous et tout ça. C'est très bien pour ça et je m'en sers assez bien pour ça. Par contre, le mauvais côté pour moi, alors après, ça peut motiver certaines personnes, mais c'est de regarder ce que fait l'autre. Et il y a toujours cette compétition finalement de surenchérir l'entraînement, la quantité d'entraînement. Les fins d'année, toutes les fins d'année, il y a un compte rendu avec combien de kilomètres on a fait, combien de dénivelés, pour avoir cet honneur d'avoir fait 3000 km à pied dans l'année. Voilà, je trouve ça franchement le mauvais côté des réseaux sociaux finalement. Hein. Je veux dire, les gens vont dire François Daen a fait tant de kilomètres dans l'année et tant de dénivelés dans l'année, ou tant de dénivelés pour une course, pour préparer une course, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de le faire, quoi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Le problème, c'est que François Daen, c'est quelqu'un qui peut encaisser énormément de dénivelés et se prend le jour J. Voilà. Et le problème, les jeunes y vont, quoi. Et ça, donc c'est la transition parfaite sur ces mésusages, justement, ce dont on parlait, sur ces mésusages de tout un tas de substances. Jérôme, toi, tu as étudié de près la question. Tu peux nous en dire deux mots justement sur ce qu'on peut voir apparaître comme conduite à risque et comme justement, mais pour essayer de franchir, c'est être un finisher, avoir à la médaille, essayer de faire comme Daen ou Guillaume sans y être préparé, adapté et considérer que c'est un véritable job. Voilà, donc si tu pouvais nous en dire deux mots. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais après, c'est comme je crois que c'est Jean-Baptiste qui dit ça, c'est conduite, parce qu'on parle souvent de dopage, mais il y a les conduites dopantes. À la base, tout sportif commence souvent par avoir des conduites dopantes, c'est-à-dire avoir l'habitude, 1 heure avant le match, 1 heure avant l'entraînement, d'utiliser déjà des substances qui ne sont pas dopantes, mais d'avoir cette habitude quand même d'avoir besoin de quelque chose, en tout cas pour faire son sport. Et souvent, ces cas-là, si on commence à être éduqué comme ça très jeune, effectivement, on peut avoir, le risque est là, ça veut dire que si on veut passer ce cap, on a la sensation d'avoir besoin de quelque chose supplémentaire pour réussir à effectivement être finisher, à réussir son rêve. Sauf que je reviens un petit peu sur ce qui s'est dit aussi, je pense que toutes les personnes ne sont pas capables de faire un trail, toutes les personnes ne sont pas capables de jouer au rugby, de jouer au foot. On a tous des profils différents, on est tous
plus ou moins capable de faire du sport, bien sûr, parce que c'est bénéfique pour la santé, mais de faire du sport de haute intensité, de haut niveau, ce n'est pas possible pour tout le monde. Je parle surtout pour gérer cette douleur-là. Après, des mésusages, il y en a beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de connaissances qui m'interpellent en me demandant comment ils vont se sortir d'utilisation de benzodiazépines, qui sont des anxiolytiques, parce qu'ils en ont besoin pour dormir un peu la nuit, parce qu'ils ont ces douleurs qui les réveillent. Ça, c'est plus l'après-carrière qui m'inquiète beaucoup plus dans le milieu du rugby et même dans certains trailers que j'ai dans les Pyrénées. Mais en tout cas, c'est ça, ils ont le revers de la médaille d'avoir utilisé pendant quelques années des médicaments. Donc, sur le coup, après les matchs, ou après des trails, ça ne leur faisait rien et puis ils reprenaient leur vie classique. Sauf que maintenant, à 45-50 ans, ils sont toujours un petit peu, c'est comme du Lexomil. Lexomil, par exemple, c'est un exemple comme un autre, qui prennent régulièrement. Il y a des amis rugbymen qui prennent, comme on en a parlé tout à l'heure, du tramadol, qui sont à 4 ou 6 exprimes par jour. C'est un tramadol paracétamol, donc on est déjà à un palier 2, qui n'est pas considéré comme à certains dosages dopants. Donc, ils continuent à en prendre pour pouvoir s'entraîner. Donc ça, c'est quelque chose qui m'inquiète pour l'après-carrière du sportif, parce qu'effectivement, même s'il a la médaille, si dans 10 ans, dans 10 ans, on le voit faire des sevrages, et c'est ce qui me fait dire que le sport, des fois, nous entraîne à des dérives qui sont compliquées à gérer pour la famille ensuite, pour la responsabilité qu'on a eue quand on était à côté d'eux. Et c'est ce qui peut m'inquiéter dans le sport, autant du sport amateur que le sport professionnel. Jean-Bas, tu nous disais ouais, que tu avais assisté aussi parfois à des pratiques complètement hors champ et hors contrôle, qui sortaient complètement de votre contrôle. Ah ben, de toute façon, on en revient, que ça soit la charge de travail et l'entraînement, c'est une éducation. On voit qui a été accompagné, qui fait n'importe quoi. Et pareil, l'automédication, la relation avec les médicaments, si tu n'as pas été éduqué, structuré, ben, il y a des gens qui prennent ça, qui ont des tondus, parce que chez le sportif, la douleur, c'est un bénéfice aussi. C'est le fameux, on a été éduqué, no pain, no gain, c'est que tu sens que tu as fait, c'est une récompense, tu as fait un bon match, tu as été dur, ben c'est bien d'avoir les épaules contuses, d'avoir les cuisses en feu, de ne pas pouvoir marcher, c'est que tu es, voilà, il y a ce côté, tu es allé le chercher aussi, cette douleur. Tu en as besoin pour te calmer. Donc le problème, il y en a, ils ne supportent pas la frustration. Souvent, c'est des types de caractères fragiles qui ont très vite des récompenses addictives. Alors au départ, c'est de bonne intention, hein. Ils ont mal, ils prennent un antalgique, puis après ils sont aperçus que s'il y avait un effet potentiel en plus. Dans le rugby, on banalise un peu la troisième mi-temps, mais il y a un effet potentiel avec l'alcool, ben alors c'est encore mieux. Alors du coup, au bout de la nuit, on va pouvoir profiter du double effet bonus. Ouais. Et ça permet de calmer les douleurs et on est dans le dimanche de repos ou le lundi, d'être le mardi pas trop cassé en deux, de pouvoir, pour les amateurs, d'aller retravailler quand même. Il y a une notion de masquer la performance, je dirais les résidus de la performance. Je pense qu'il faut éduquer, accepter que notre corps souffre pendant 48 heures et de pas. Tant pis, hein. Moi, je dis toujours, quand on gère une équipe pro de rugby, le mardi, on a à peu près 30% d'effectifs qui n'a pas de douleur. On arrive à vraiment s'entraîner qu'à partir du jeudi, à collectif total. Je dirais, c'est comme un match de foot, quand ils jouent tous les 3 jours, Sébastien va vous le dire, ils ne font rien. Ils régulent de la récupération. Ils enchaînent match, récup, match, récup. Il n'y a aucun organisme qui est à zéro au niveau douleur pour pouvoir repartir sur une vraie séquence de travail. Ils sont sur du petit rappel en intensité dans la récupération-prévention. Donc aujourd'hui, il y en a, ils ne se doutent pas parce qu'ils n'ont jamais été structurés par des entraîneurs, des médecins, des accompagnants, des soignants. Et pour eux, ils se disent, à mon avis, au haut niveau, ils ont le cachet facile, pourquoi pas, et ils trouvent une réponse. Ouais. Et alors, on nous retrouve dans les douleurs. La douleur traumatique aiguë, elle fait très mal, tu te casses une jambe. Fonctionnellement, tu sais qu'il faut t'arrêter. Le problème, c'est quand on a des douleurs chroniques, et c'est là où François, les ostéopathes, les kinés et tout, où on accepte au fur et à mesure, finalement, cette épaule, je me la suis cassée, je peux accepter de continuer avec.
Là, il y a des vraies dérives et en plus sur un sport vieillissant parce qu'on ne veut pas s'arrêter, on veut profiter des dernières années où il y a une dérive sur le sportif vieillissant aussi ou blessé. Ouais, il faut essayer de tenir, de faire encore l'année peut-être de trop, avec tous les intérêts qu'il peut y avoir derrière. Seb, tu voulais. Moi, j'ai répondu. Il y a des sportifs, j'en ai un. Fin de carrière, on jouait avec Toulon un match très important. Il s'était cassé le pouce, un os du pouce 3 semaines avant. Il s'est fait mettre une vis. Une semaine après, il était sur le terrain, il a joué le match. Ouais. Je ne sais même pas comment il a fait. Et ce jour-là, je ne l'ai ni anesthésié, ni dopé, ni quoi que ce soit. Je dirais, d'un moment, quand la tête veut, Ouais. c'est surprenant aussi. Hein. Oui, le pouvoir. Parce que si on n'a pas d'échange avec eux, si on n'a pas une cellule, le préparateur physique, coach, kiné, ostéo, il y en a, ils ont besoin de personnes pour aller au-delà des limites. Hein. Ouais. Seb, tu voulais. Oui, je faisais un petit peu je cherche un petit peu le parallèle avec le football et tout ce que vous dites là, effectivement, en termes de motivation, de dépassement. Moi, ce qui me vient à l'esprit là tout de suite, c'est même des sensations que je ressens en vous en parlant. Hein. Le summum, je dirais, pour nous, préparateurs physiques, le seul moment où on peut véritablement les pousser, c'est l'avant-saison. On a 5-6 semaines où on a le staff presque qui nous regarde bosser et on a le truc au-dessus du cou, là, au cas où il y a des pètes et tout. Mais effectivement, c'est la seule partie de la saison où on va pouvoir pousser les mécaniques. Alors là, il y a plusieurs processus qui sont importants, c'est-à-dire que, par exemple, la fixation d'objectifs, elle est capitale. Donc, on en vient à la planification et à la programmation. C'est, à mon sens, la véritable qualité des préparateurs physiques modernes. C'est-à-dire que savoir planifier et programmer, c'est aussi placer les éléments les uns avec les autres dans le bon ordre, la bonne intensité, etc. Pour les anecdotes, par exemple, je veux dire, on se retrouve assez souvent, enfin en tout cas, c'est mon cas, en préparation d'avant-saison, que ce soit quand on était au Gazélec, soit à Monaco, au Marseille ou en Suisse, peu importe, j'ai toujours procédé de la même manière, c'est-à-dire j'ai assumé mon rôle de préparateur physique. Et ben, ça arrive que le matin, les mecs se lèvent avec les cannes à l'envers, quoi, hein, à limite pas pouvoir marcher. Et là, il faut trouver les mots pour leur dire, voilà les gars, on se fait confiance, le travail qui vient aujourd'hui, il n'est pas simple, ça va faire mal, on va bien s'échauffer, mais voilà, les conséquences seront ça, ça, ça. Les effets seront ça, ça et ça. Mais par contre, aujourd'hui, la douleur, on va l'accepter. On va passer chez le médical qui va évaluer quel est ce seuil de douleur. Est-ce que c'est une douleur, comme disait Jean-Baptiste? Est-ce que c'est une douleur qui va glisser sur la blessure ou c'est une douleur courbature, fatigue normale sur laquelle on peut rebosser? Donc là, je m'appuie sur mon staff médical. Mais effectivement, dans ces moments-là, les gars, ils travaillent sur la douleur. Et ce sont les rares moments à la préparation d'avant-saison où on peut pousser les mecs vraiment souvent dans le rouge. Par exemple, dans les tests aérobie. Enfin, aérobie, football, maintenant, c'est des efforts intermittents. Ce sont des tests qui reproduisent des efforts courts et brefs qu'il y a souvent en match. Prenez par exemple un gars comme David Ducourtiou, quand il a fini à 39 ans au Gazélec, on était en Ligue 1, enfin en Ligue 2 l'année d'après. Le mec, tu verras Guillaume, je veux dire, c'est un garçon qui avait 23 de VM au foot. Je veux dire, c'est pas rien quoi pour un footeux. Hein. Et à 39 ans, il finissait premier. Hein. Donc, c'est un plaisir parce que le coach derrière qui vous tape sur l'épaule, qui dit Seb, c'est bon, 18, 19, c'est bon. Et je dis non, on va essayer de le laisser pousser, laisse-le avancer, on va voir de toute façon. Et ça m'est arrivé d'arrêter des mecs en cours d'effort comme ça, de me faire démonter, parce que le type, il dit putain, tu es con, tu vois, c'est le seul moment, je veux savoir où j'en suis, tu vois. Donc, pour nous, c'est vraiment le moment de plaisir parce que voilà, là, on va savoir ce qu'il y a comme moteur dans la machine. Et mentalement, des moments, ils s'en réfèrent encore en fin de saison, les joueurs. Ils disent, putain, quand on était en stage à tel endroit, tu te rappelles, on en a chié, mais regarde, voilà, le groupe, il est né là-bas, mentalement, et physiquement, on y est toujours. Donc, ce sont vraiment les seuls moments, je dirais, où on va pouvoir vraiment pousser les mécaniques, c'est la préparation d'avant-saison chez le footballeur. Mais, je le répète, c'est beaucoup en lien avec une programmation et une planification adéquate. On sait, en tant que préparateur physique, avec un staff médical adapté, gravir les échelons, passer les étapes les unes après les autres, en considérant la douleur. Après, il y a des échéances qu'avait tout Guillaume quand il est arrivé à la diagonale des fous à Réunion. On a l'exemple dans le foot, il y a 2 ans, il y a Payet qui se déchire. Ils savent qu'il s'est déchiré, ils font les examens, ils savent qu'il est déchiré. Et
tout s'est enchaîné. Ils l'ont mis quand même titulaire sur la feuille de match. Le type, il a fait 10 minutes. Ça a été catastrophique. Donc, c'est un moment, c'est là où tu te dis, on est tout structuré et tout, mais pris par l'échéance, on est capable de faire. On est plus lucide. Parce que le joueur veut, le coach veut, la pression fait que. L'enjeu est important. Voilà. Contexte. Guillaume, il t'explique que 4 jours avant, il boitait, il était sur une jambe, il s'aligne sur un 110 bornes avec un taux d'humidité et de chaleur où tu sais déjà que tu vas exploser. Mais lui, ce jour-là, il est plus lucide. Ouais. Donc, et c'est certains cas, c'est surprenant comment pris, et c'est le sport, hein, pris par l'euphorie collective, et c'est là où tu peux tout avoir. Là, nous, on a l'inquiétude parce qu'un joueur qui a mal la veille d'un match ou je sais pas quoi, dans n'importe quel sport, hein, il peut croiser un con dans la réception de l'hôtel qui lui dit mais moi j'ai une rage dedans, prends ça, ça marche. Ouais. Il peut partir, il peut surtout pas avoir la bonne réponse. Ouais. Justement, François, tu me disais cette histoire d'anesthésie de la douleur, cette volonté là qu'on essaie tout le temps on essaie de masquer de brouiller nos capteurs un peu dans le cerveau, de les déjouer. Oui, le message de la douleur, c'est un message qui est compliqué. Le message réceptif, on ne connaît pas tout complètement. Et puis, il y a des motivations intrinsèques qui sont très fortes. Et effectivement, sous la pression d'un enjeu, on peut dépasser complètement ses limites et on peut dépasser très loin. Moi, j'ai connu une judoka qui est partie faire un combat alors qu'elle avait une fracture du plateau tibial. Et elle a quand même fait son combat, elle a gagné son combat. Donc, il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas dans tout ça. La vraie difficulté, c'est que quand on est dans ces situations-là, extrêmes, quand il y a beaucoup de pression, quand on ne veut pas écouter, eh bien, à ce moment-là, on peut avoir des blessures et des blessures graves qui remettent en cause la carrière et voire même l'intégrité du sportif. Donc, oui, là, il faut faire attention. Ouais. Ouais, mais là, on est ambigu. Soignant, François comme moi, on va se servir de techniques pour lever la douleur pour pouvoir travailler aussi. C'est là où on est ambigu. C'est que la douleur, on examinait tout, mais François, il a les techniques de manipulation, de mise en tension pour lever des douleurs, pour pouvoir travailler. Et moi, je vais me servir aussi d'artifice, la glace, de mobilisation, de trucs pour lever, pour désinhiber ces douleurs. Parce que aussi, nous, on n'est pas cohérents. Donc, nous, on estime qu'on met. C'est là aussi, c'est quand même intéressant de pouvoir vraiment travailler en équipe. Et là, je rejoins ce que disait Sébastien tout à l'heure, d'avoir vraiment un staff et de vraiment travailler en équipe pluridisciplinaire. Et ça permet quand même de mettre un peu quelques garde-fous et de pouvoir progresser dans la matière. Ouais. Et du coup, là, on a commencé à l'aborder, mais Jérôme, toi, tu as écrit un bouquin sur comment se soigner sans se doper. Donc, c'est un peu aussi alors des outils, des alternatives. Tu peux nous en dire un peu plus, justement, qu'est-ce qu'on peut proposer, on a une question en ce sens, quelle est notre pratique à tous pour aider un athlète quand il est dans le rouge donc, vas-y. Oui, c'est vrai que c'est un livret donc, qui était parti pour les pathologies un petit peu principales d'un sportif qui peut avoir avant une compétition. Donc, je veux partir de douleurs dentaires, comme j'ai entendu tout à l'heure, à une forte diarrhée qui peut arriver aussi. Et c'est une trentaine de pathologies après, où j'ai juste mis les gènes que ça peut entraîner pour le sportif, les médicaments qui sont à éviter, premièrement parce qu'ils sont dopants, mais deuxièmement parce qu'ils peuvent entraîner une baisse de performance aussi. Un exemple, quelqu'un qui a une toux très importante, il y a pas mal de sirops qui sont à base de codéine, effectivement, qui peuvent avoir un effet sédatif ou des problèmes de sommeil. Beaucoup de sportifs ont des problèmes de sommeil. Donc tout ça, et après, on était avec un autre médecin, on a parlé un petit peu des alternatives thérapeutiques, donc qui peuvent être en allopathie, qui peuvent très bien fonctionner parce qu'il n'y a aucun problème de mésusage, et aussi tout ce qui peut être huile essentielle, phyto, aroma. Voilà, ça c'est des choses que le sportif, parce qu'on a beaucoup de sportifs aussi, il y a un côté très psychologique de se soigner. Je pense que tous autour, là, vous avez dû en voir beaucoup. Donc, le sportif a beaucoup besoin, c'est ce que j'entends, s'il sent qu'il a plusieurs disciplines autour de lui, il est vite rassuré et puis il a une sensation de communication, de bien s'entendre avec son médecin, de bien s'entendre avec son ostéo, de bien s'entendre avec son préparateur, son kiné, etc. C'est quelque chose qui le rassure. Donc, nous, quand il vient à la pharmacie, c'est quelque chose qui peut faire du bien. Donc, ce livre est parti de là pour éviter quelques mésusages.
Et je m'en suis servi beaucoup dans les centres de formation où j'ai voulu commencer à intégrer avec le médecin. Parce que, comme on a parlé beaucoup tout à l'heure, c'est le problème d'éducation qu'on a. Donc, ça peut être dans divers secteurs, mais en tout cas, le secteur diététique et le secteur de comprendre qu'un médicament, ce n'est pas rien et qu'on l'utilise pas pour n'importe quoi, pour n'importe quand. Voilà, c'est pour ça qu'on a voulu venir dans les centres de formation, leur dire pourquoi bien manger, c'est important et pourquoi ne pas utiliser n'importe quoi, n'importe quand. C'est quelque chose qui peut être très important pour ton avenir parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de l'âge d'un sportif, mais c'est vrai que je pense que Sébastien, entre un joueur de foot qui a 20 ans et qui a 35 et qui finit un petit peu ces dernières années, on voit que des fois, à 35 ans, on fait encore des belles saisons parce qu'on connaît encore mieux son corps. Mais par contre, on ne peut pas faire comme les autres. Voilà. Et je pense qu'un sport comme Guillaume, peut-être avec l'âge, j'ai déjà vu des trailers qui s'amélioraient encore avec l'âge, alors que ça peut paraître paradoxal parce qu'on peut être un peu plus fatigué, mais parce que tu t'entraînes, tu fais pas l'entraînement de trop, tu sais t'arrêter, tu as un entourage familial qui fait que, voilà. Donc c'est vrai que on n'a pas encore parlé de l'âge, mais voilà. Donc c'est vrai que ce livre est un petit peu pour ça, pour essayer d'aider un petit peu les jeunes. Alors c'était plus pour le côté amateur semi-pro, comme on parlait tout à l'heure, parce que c'est mon rayon que peut-être je connais le mieux, mais il y a moins d'entourage. Il y a toutes les personnes que vous êtes autour là, ça n'y est très peu dans la plupart des sportifs français. Il n'y a pas le sportif professionnel ne représente pas beaucoup de pourcentage. Donc c'est vrai que tous les autres ils sont un peu dans la nature et comme disait Jean-Baptiste, des fois une déchirure, et une semaine après il a envie de recourir parce qu'il y a dimanche, il a envie de partir de la maison pour faire son footing, mais ça entraîne quand même beaucoup plus de dégâts que le milieu professionnel des fois. Mais, ouais. On a les comportements dans le foot, dans les sports collectifs ou individuels. Un vieux sportif va mettre les ingrédients sommeil, nutrition, hydratation qui vont nous permettre de générer. Ça ne sera pas le chien fou du début. Les jours de récupération, les vieux sportifs qui a joué le samedi, dimanche et lundi, tu les vois. Ils passent à la case soins, ils font les soins de cryo, balnéo, ils vont voir le kiné, l'ostéo, ils ont leur routine. Ils n'ont pas fait de dette de sommeil parce qu'ils savent qu'ils le payent cash, ils ne peuvent plus. Tandis que le jeune de 20 ans, il est capable de sortir le samedi soir parce qu'il a fêté son match, le barbecue le dimanche et d'arriver le lundi, tant pis, le mardi matin, commencer sa semaine avec une cheville un peu douloureuse. Et c'est le problème actuellement des ententes avec les préparateurs physiques, d'avoir des pointages et on ne supporte pas qu'on arrive juste avant la séance d'entraînement et que le type dise attends, moi j'ai ma cheville, mais on ne t'a pas vu de 3 jours. Voilà. Aujourd'hui, le sportif qui se connaît va forcément va mettre en vieillissant plus d'ingrédients. Il n'y a pas de secret. Des performants avec l'âge qui perdurent dans un sport. Effectivement, il y a la chance, il y en a qui ont évité des grosses blessures. Mais sur le micro-traumatisme, il n'y a pas de choix. Ou il y a une prise de conscience de ton corps, de ton hygiène de vie, et tout ce qui va avec, pour diminuer ces douleurs et t'accompagner dans la performance tout en supportant cette douleur. Si tu ne le fais pas, tu ne vas pas loin. On a une question justement à ce sujet. Ouais. Quel est votre avis sur la conso de protéines animales et de la consommation de protéines d'une manière générale? Alors, moi, je peux. Vas-y, Guillaume. Alors, en fait, moi, au départ, je regardais pas trop finalement ce que je mangeais, comment je m'alimentais, et finalement, comme il dit Jean-Baptiste, on était jeunes, on pouvait manger n'importe quoi, et ça passait en général, ça passait crème, comme on dit. Sauf qu'avec l'âge, à un moment donné, tu commences à avoir des problèmes, surtout des problèmes de digestion, et surtout dans le sport de fond, c'est principalement un problème fréquent chez les gens. Et moi, je me suis tourné un peu à l'alimentation et j'ai commencé à diminuer les protéines animales et jusqu'à ne plus en manger un certain temps. Alors, je me considère pas comme végétarien parce que j'aime manger la viande, j'aime manger de la viande, j'aime me faire plaisir. C'est vraiment ce sentiment de plaisir de manger une bonne viande et un bon repas entre amis. Par contre, voilà, quand j'ai remarqué que quand je veux préparer une course et que je supprime pratiquement totalement les protéines animales, la digestion est facile et je veux dire, on peut vraiment remplacer
le, la protéine animale contre la végétale. Hein. Voilà, je peux citer Scott Jurek pour les gens qui connaissent. Hein, c'est un Américain qui est pionnier dans le sport de fond et qui est végétarien depuis très très longtemps et qui est un des meilleurs coureurs fondeurs de l'histoire. Hein. Voilà, moi pour répondre à la question, voilà, si on peut ne pas manger parce qu'on n'a pas forcément de plaisir à manger un morceau de viande ou des protéines animales, il n'y a pas de problème. Après, je pense qu'il y a un équilibre quand même au niveau plaisir, hein, finalement. Moi, je fais attention à ce que je mange et finalement, la protéine végétale, j'essaie de la mettre en avant et d'évoluer avec ça. Après, un plaisir, et surtout un plaisir de manger un bout de figadé, ou comme chez nous, comme on dit, ça n'a pas de prix. Je pense que pour le cerveau, ça peut être que bénéfique pour continuer. Voilà, quoi. Seb, toi, au niveau de la qu'est-ce que tu peux nous apporter sur l'alimentation? Ouais. C'est un sujet qui m'a toujours préoccupé depuis le début. On en a souvent discuté avec les staffs techniques et les entraîneurs parce que bon, je savais à quel point ça pouvait avoir une influence importante sur la perf et sur le mental aussi. Donc, c'est vrai que le footballeur a tendance à prendre des informations ou à être entouré de beaucoup de personnes. Donc, souvent, on entend tout. C'est assez récurrent pour nous dans notre milieu. À l'époque où, lorsque j'étais en Suisse, on avait travaillé justement sur la composition, comment dirais-je, l'état physiologique du joueur le jour du match. Donc, ça nécessitait effectivement un suivi, prélèvement sanguin, etc., toute la semaine. Et on s'était rendu compte avec des spécialistes. À l'époque, en Suisse, il y avait des équipes assez balèzes là-dessus et c'était assez facile de mobiliser des personnes sur ce type d'expérience. Et on avait constaté qu'effectivement, il manquait de glucides le jour du match. Mais vraiment, quand je dis manquait de glucides, il manquait 30-35% de glucides en estimant la performance, le nombre de sprints en répétition, etc. Et comment dirais-je, au niveau métabolisme, ce qui était nécessaire pour assumer un match de haut niveau. Il en manquait toujours. Donc, on avait fait des compositions spécifiques. On avait géré ça avec des shakers spéciaux. Le matin, à la mise au vert, il y avait un complément de glucides. Et effectivement, ça avait régulé tout ça. Et les protéines, on est confronté régulièrement. Les joueurs demandent régulièrement qu'est-ce que je peux prendre pour être plus explosif, pour être mieux. On raisonne plus en termes de récupération et comment dirais-je, de meilleure récupération d'une séance ou d'un jour à l'autre. Donc à partir de là, on entend souvent les acides aminés branchés, les whey protéines. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on entend très très souvent. Donc on en réfère souvent au médical pour avoir les meilleures stratégies et pas non plus, je veux dire, c'est pas de mon ressort. Je peux parler d'expérience, mais en dehors de ça, la décision elle est à prendre en commun. Mais c'est quelque chose qui est assez courant, même là avec la salle à Bastia en préparation physique. Les sportifs amateurs demandent très régulièrement comment ils peuvent compléter, je veux dire, leur entraînement quotidien pour être plus performants. À chaque fois, le discours, c'est que plutôt que d'aller chercher d'être plus performant avec du produit, je veux dire peut-être penser régénération, récupération, et à partir de là, on tombe moins dans la volonté de performer avec un produit. Donc, c'était un petit peu sous cet angle-là que je l'avais abordé. Ouais. Alors, moi, c'est un scandale en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un pharmacien qui vend pas ses protéines. Si je vais au rayon de grands magasins de sport, aujourd'hui, je peux partir avec 8 kilos de protéines. On ne m'a même pas demandé si j'ai un bilan rénal normal ou pas. Aujourd'hui, ils vont tous se prendre des tutos, des suivis sur Internet. Ils ne savent même pas qui c'est. On s'est aperçu que sur Internet, la moitié des produits achetés ne sont pas déjà conformes à ce qu'ils annoncent. Et il y a 25% de produits qui ont des produits dopants. Donc aujourd'hui, déjà, je vais mettre en garde. Beaucoup ont un organisme qui ne peut pas supporter les supplémentations au niveau rénal. Donc, on est plutôt dans la prévention d'avoir d'abord un régime équilibré. Je ne vais pas rentrer protéines animales, végétales. Inversement, il y en a qui ne supporteront pas les protéines végétales, qui vont rester toujours. On ne peut pas condamner les protéines de lait parce que c'est des bonnes protéines aussi. Chacun est vraiment. Il faut individualiser. Il faut vraiment un accompagnement diététique
et de tolérance et d'éducation. Parce que vous prenez des Sud-Américains qui ont une éducation de protéines animales, je dirais les Argentins, ils mangent des steaks rouges toute la journée, ils n'ont pas plus de problèmes que nous. Bien. À un moment, voilà, il faut voir ce que chacun convient au niveau de tolérance digestive, au niveau d'accompagnement. Par contre, à chaque fois, c'est banalisé parce qu'on s'est dit, alors, post-effort dans la récupération, on a une fenêtre où on peut prendre des protéines. Et là, je dirais, il y en a, ils prennent 6 fois la dose. Je pense qu'ils doivent pisser des cailloux. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, quand on s'amuse à regarder un peu, ils devraient regarder la couleur de leur urine quand ils pissent, certains. Et puis surtout, je dirais à un moment, quand ils regardent, ils confondent, parce que justement, c'est sur des sites internet très bien faits hein, de publicité. Plus ou moins, le fabricant s'est maqué avec deux sportifs, il leur envoie des cartons gratuits, il lui donne de l'argent, mais il y a des sportifs, ils n'en prennent même pas, mais ils prennent la pause avec les pots des marques. Hein. Je vais en mettre clair. Et il y a des sportifs qui se retrouvent à prendre entre protéines sèches et si on prend le grammage des protéines sèches, c'est pas des protéines. Moi, j'ai des types je sais même pas comment ils pouvaient manger autant de shakers dans la journée. Et c'est le même qui le soir va se manger une pizza sur le port à Bastia. Quoi. À un moment, tu vas lui dire, mais écoutez, peut-être qu'il y a un juste milieu. Donc, c'est vrai que c'est bluffant parce que la protéine, ça reste entre guillemets un produit un peu anabolisant de prise de masque, bluffant en post-effort, on est conscient. Par contre, du coup, maintenant, on est passé au tout protéine et au détriment du vrai carburant de l'effort, qui est le sucre lent, comme l'a dit Sébastien, qui sont les glucides. Mais il y a des types, ils bouffent des protéines jusque dans le vestiaire, des shakers de protéines avant les matchs. Et alors qu'on sait que ça acidifie, que c'est dur pour au niveau du rein, et du coup, les types, ils font des crampes, alors qu'ils ont dit, mais alors, j'ai pas compris. J'ai mangé mes 8 shakers, plus dans ma ration alimentaire, j'ai augmenté les protéines. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune raison de garder. C'est pas assez encadré. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un mauvais message qu'on fait passer. Donc aujourd'hui, effectivement. Ouais, pardon. Et aujourd'hui, quoi. Les médecins devraient reprendre la main dessus. Il faut vraiment encadrer cette supplémentation. Toi, Jérôme, qui vend des protéines. Oui, moi, je suis désolé. Ouais. Alors, Guillaume, je dois y aller. Ouais. Ouais, Guillaume, il y avait une question pour toi. On te revoit plus souvent à l'entraînement en ce moment. Ouais. Voilà. Est-ce que c'était pas à cause du GR ou autre chose? C'est une question. Non. Le GR20, c'était une partie de ma vie. Et, voilà. J'ai quelques projets. J'ai une très belle course là, en fin août en Italie, si elle y a lieu avec cette période. Mais voilà, je me suis dirigé vers la haute montagne et l'alpinisme. Voilà, avec François, on a peut-être l'an prochain aussi un projet en commun. Voilà, je me dirige vraiment vers ça et voilà, je continue à m'entraîner parce que j'aime ça. Et j'aime être affûté et voilà. Et pour conclure en 2 mots avant de te laisser, quel conseil tu peux donner aux plus jeunes ou aux gens qui commencent à se lancer dans le… Moi, voilà, on en parle pas mal hein, déjà. Le conseil, c'est de ne pas brûler les étapes, de s'écouter, pas brûler les étapes. Voilà, ne pas regarder l'autre parce qu'il fait plus que toi. Voilà, essayer d'avoir des bons conseils avec des professionnels, essayer d'avoir une bonne équipe, travailler en équipe et puis comme ça, on arrive à faire de grandes choses. Voilà. Super. Merci beaucoup, Guillaume. Et merci, je suis désolé. On va conclure de toute façon et à très bientôt. Okay. Ciao. Merci. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ouais, donc on va pas tarder à conclure. Donc toi, Jérôme, sur ces aspects-là nutritionnels, je sais que tu as aussi travaillé la question. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que ce problème de protéines est très très mal géré parce que elle est vendue par beaucoup de personnes incompétentes, hein, donc dont les pharmacies peuvent en faire partie, parce que si on s'y intéresse pas à la fin des études même en faisant 7 ans de pharmacie, on n'a aucun cours sur vraiment le conseil complémentaire de protéines ou d'autres choses. Hein. Donc on peut très bien par un labo se faire acheter de la BCA, des créatines, tout ce qu'on peut trouver sur Internet sans avoir aucune compétence. Et après,
comme disait Jean-Baptiste, on a un gros problème de contamination croisée, qu'on appelle ça sur Internet. Ça veut dire que, en fonction des pays, ils ont le droit de mettre, ils ont le droit, en tout cas, de ne pas mettre un pourcentage de certains excipients, de certains produits. Donc, et c'est souvent ceux-là qui sont dopants, quoi. Donc, combien de sportifs sont fait avoir par ces contaminations croisées venues des États-Unis ou autres? Et ça, ce n'est pas du tout régulé. Donc, c'est vrai que, donc, moi, c'est ce qui m'inquiète aussi. Après, les protéines animales, végétales, moi, c'est pareil, je rentre pas trop dessus. Les protéines, il en faut. Le rugby en particulier pense que c'est qu'avec des protéines qu'ils vont prendre du poids. Sauf que, comme très bien Jean-Baptiste, s'il n'y a pas de sucre, on ne prend pas de poids non plus. Et puis souvent, la plupart surtout des sports collectifs, on a mangé assez de protéines. Après, c'est un problème de qualité, souvent, parce qu'on parle souvent de la quantité, mais c'est la qualité de la protéine qui est importante. C'est-à-dire quel choix, quel type de protéine, à quel moment on doit la prendre et à quel moment on ne doit pas la prendre. Donc après, c'est comme on en parlait tout à l'heure, hein, tous ensemble, c'est le problème éducatif, c'est-à-dire que les parents doivent être compétents, les entraîneurs doivent être compétents, il doit y avoir des personnes qui entourent les sportifs et qui sont compétents. Donc effectivement, cette vente de protéines, pour moi, est très très mal gérée. Et du coup, elle entraîne beaucoup de dégâts. Je pense, moi je sais qu'à Rangueil, par exemple, à l'hôpital de Rangueil, ils ont 2-3 cas par an de rugbymen à 13 ou à 15 qui finissent presque dialysés, quoi. Donc, bon, je trouve que c'est beaucoup trop par rapport à ce que peut apporter en tout cas de protéines, des shakers de protéines. Ok. François, pour conclure, on va. Oui, sur l'alimentation. Ouais, ou de façon générale, qu'est-ce que tu Rapidement aimerais sur l'alimentation, je pense que tout a été dit. Je pense que le principal, c'est que l'alimentation, c'est avant tout un facteur culturel. Et que effectivement, on peut voir beaucoup de choses, mais c'est avant tout culturel. Et moi, personnellement, je m'aventure pas trop sur ce terrain-là parce que je connais pas bien. Par contre, je travaille avec une micronutritionniste avec qui on fait du super boulot, notamment avec les sportifs. Et je crois que c'est vraiment une discipline à part qui mérite vraiment toute l'attention, mais ça, il faut vraiment voir un professionnel de ça. Ok. Seb? Écoute, brièvement, du coup, j'ai les questions qui ont apparu sur le côté là. Je vais juste pour des personnes, il y en a un qui parlait du monitoring, à savoir si dans la gestion de l'effort, un niveau de l'intensité et tout, disons que c'est ce qu'on disait un peu au début, les technologies, voilà, il faut faire la part des choses. Aujourd'hui, le monitoring, les datas dans le football, par exemple, c'est le contrôle d'efforts excentriques, la distance totale sert plus à grand chose. Le nombre de sprints à haute intensité, etc. Tout ça assemblé permet d'avoir un certain regard et peut-être une aide dans la gestion de la charge quotidienne. Mais toujours faire bien la part des choses entre la technologie et ce qu'on peut apporter et le regard humain, je dirais, qui reste essentiel puisque nous sommes censés être des spécialistes de terrain et au même titre que les médecins, etc., qui nous entourent. Et il y avait une deuxième chose sur la préparation intégrée où effectivement quelqu'un disait effectivement en fonction du temps qui est imparti, du temps qu'on a dans la semaine, je peux faire que de l'intégrer. Pas forcément. C'est un bon dosage à trouver aussi. Et il faut savoir une chose, c'est que la science a prouvé que la préparation intégrée, donc dite intégrée, c'est-à-dire uniquement avec le ballon, ne permettait pas de développer les qualités athlétiques. Elle les entretenait, mais elle ne les développait pas. Donc attention quand on a affaire à des jeunes sportifs ou quand on a affaire à des sportifs amateurs. Je pense que c'était des questions qui étaient destinées dans ce sens-là, parce que personne disait aussi en professionnel, on a le temps qu'on veut pour développer les qualités et les entretenir et on tape dans les joueurs, ça pose aucun problème. Au niveau amateur, attention, pensez quand même à réguler entre l'aspect athlétique et le ballon parce qu'il y a aussi une juste proportion à trouver pour développer, surtout au niveau des jeunes. Jean-Baptiste, pour conclure. Merci, Seb. Non, portez-vous bien. Souvent, il faut revenir au bon sens. J'appelle ça toujours le bon sens paysan. Il faut souvent manger local, sainement, dormir, boire, les conseils de grand-mère. Et finalement, ne pas croire que quand on est dans le sport, on est des surhommes. Et surtout, je m'étonne toujours des mythes qui existent. On a l'impression que les sportifs de haut niveau font des trucs où ils ont des trucs à disposition que personne n'a. Ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont du temps. Ils sont à 100% surtout pour leur temps. Ils ont le temps de se faire masser. On gère presque, nous, dans le rugby, 2/3 de leur alimentation. Donc, c'est vrai que leurs aliments sont pesés, les menus sont bien faits. On leur fait faire les petits déj, les repas de midi, on les pèse tous les jours. On regarde comment ils ont pissé, donc comment ils s'hydratent. Donc, c'est sûr. Mais surtout, ils ont du temps pour récupérer, que le sportif amateur n'a pas parce qu'il va travailler. Et on y revient aux séances intégrées avec le physique, le pauvre entraîneur des cadets de foot
il va vouloir faire une séance de physique, mais comme il a le terrain qui s'éteint à 9h30 et qu'il a commencé avec du retard, à un moment, il va faire un choix entre les deux, où il va essayer de combler. Et souvent, le sportif, la chance qu'il a, quand il est arrivé à un sport de haut niveau, il a du temps pour lui et que le sportif amateur n'a pas. Et souvent, cette double carrière professionnelle et sportive est très délétère et on trouve des gros problèmes dans les sportifs amateurs. Souvent, des situations plus catastrophiques sur le plan social que le sportif pro. Jérôme? Oui, après tout ce que tu as dit, le mot de la fin, mais que le sport, ça reste quand même, je pense, une des choses les plus agréables qu'on peut faire, autant au niveau des rencontres que du dépassement de soi. Donc après, c'est quand même la base. Tant qu'on est passionné de sport, je pense qu'il faut le faire. Après, cette douleur, comme on a parlé longuement, il faut y faire attention, c'est une certitude. Et après, je pense que quand on décide de faire plus de 2, 3, 4, 5, 6 heures de sport, même si on est amateur, il faut s'entourer surtout de personnes compétentes, comme un médecin qui est spécialisé un petit peu dans le sport, comme un ostéo, un kiné, etc. Toutes les personnes qui peuvent t'aider à faire du sport correctement, et parce que dès qu'on commence à faire plus de 10 heures de sport dans la semaine, on n'est pas une personne lambda qui fait 1 heure de footing par semaine. Donc voilà, le sport, il faut en faire, c'est une certitude. Si on en fait en compétition, ben, c'est génial parce que ça nous permet de autant de rencontrer au niveau social qu'au niveau du dépassement de soi, comme je disais tout à l'heure. Mais voilà, bien s'entourer pour qu'on n'ait pas trop de séquelles, en tout cas après. Même si on en a toujours un peu, mais bon, on retiendra que le positif. Voilà. François, c'est bon? Juste une dernière petite phrase de fin. Finalement, il y a une voie qui est quand même très très intéressante par rapport à la gestion de la douleur et par rapport à tout l'environnement du sportif. Finalement, c'est la connaissance de soi. Et peut-être que le sport, ça peut être un bon prétexte pour pouvoir mieux se connaître, avoir une meilleure connaissance de soi. Et la douleur, là, elle nous aide en ce sens-là. Eh bien, ce sera une conclusion C'est beau. parfaite. Voilà, on arrive à la fin de ce live. Donc, merci encore, un grand merci à vous 5 de votre disponibilité, participation et surtout de votre expertise. Merci à vous de nous avoir suivis, à toutes les questions. Le live sera dispo en rediff, en replay sur les pages. Je dois faire passer une bise aux affranchis. Ouais. Qui est une équipe d'anciens rugbyman qui, depuis 2 mois, ne font pas de sport et pas d'apéro. Oh là là. Au niveau du ratio masse grasse et protéines, on n'est pas bien du tout. Voilà. Ouais. Alors, on a un challenge de moustache, mais je ne sais pas si ça va nous sortir pour la préparation physique. Super, encore merci. Puis à très bientôt. Portez-vous. Merci à vous tous. Merci. Ouais. Merci. Ciao. Ciao.